Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Winemaker Show où je reçois Lucille qui a complètement changé de carrière pour créer du vin et des paillettes. Elle nous explique comment elle a créé cette entreprise et ce qu'elle propose dans cet épisode. Je vous souhaite une excellente écoute et si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. A bientôt. Bonjour Lucille. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver ici. Alors, on est chez l'Ébéniste du Vin, qui est un bar à vin dans le 17e arrondissement de Paris, c'est ça ? On est dans le 17e ? 17e, tout à fait. Près des Batignolles. Au Batignolles, ouais. C'est super, nous on a déjà commencé à déguster un petit peu et les deux références là qu'on goûte sont plutôt sympas. Donc on vous invite à venir, ils nous font le plaisir de nous héberger. Si vous entendez quelques bruits de bouteilles ou de verres autour, ça explique sûrement un peu l'endroit et la localisation et puis ça vous met dans l'ambiance. Lucille, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bien sûr. Donc Lucille, je suis sommelière indépendante. Je suis fan de vin depuis toujours, j'ai toujours aimé ça et j'ai décidé de faire de ma vie le vin. Donc peut-être dire ce que je fais maintenant ou pour commencer. Donc j'ai monté ma société qui s'appelle Du Vin et des Paillettes et donc j'anime des dégustations pour particuliers, entreprises, sur mesure et à la carte. L'idée c'est que je suis complètement nomade, donc je viens chez vous. Par exemple, je viens chez toi avec les vins, les verres, les planches apéritives et pendant 2 heures, j'anime une dégustation dans ton salon avec tes amis, ta famille, tes collègues, voilà, ce qui te fait plaisir, sur le thème qui te fait plaisir. Tu vas dans les entreprises aussi ? Je vais dans les entreprises aussi. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Ça fait 1 an que j'ai créé les paillettes. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place avec le bouche à oreille, avec le réseau. C'est là où je m'éclate le plus pour être honnête, il ne faut pas le dire normalement, mais c'est avec les particuliers. Et en entreprise, c'est beaucoup plus cadré, donc il y a un petit peu moins de fun, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses par contre qu'on ne peut pas faire chez les particuliers. Avec plus de monde, plus de budget aussi, et donc ça peut être aussi hyper intéressant. Et moi, ça me challenge beaucoup plus. Super, alors avant de parler un peu plus en détail du vin et des paillettes et de ce que tu fais aujourd'hui, oui. On va revenir sur ce que tu as fait avant. Donc tu as dit que tu étais passionnée de vin depuis toujours. Déjà, comment c'était arrivé ? Comment tu t'en es rendu compte ? Alors, la petite histoire date d'il y a très longtemps. Mon grand-oncle, le petit frère de ma grand-mère, quand j'étais petite, m'a vu m'ennuyer à un repas d'adulte. Mon frère s'était endormi sur le canapé, tout ça. Il a eu pitié de moi. Il avait une très grande cave, il était fan de vin. Et il m'a emmenée à la cave. J'ai pu choisir une bouteille de chaque couleur. Un blanc, un rouge, un rosé. Il m'a installé dans la cuisine, il m'a sorti 3 verres à vin, il a ouvert les 3 bouteilles, il m'a fait goûter un peu de chaque. Et les 3, j'ai dit, c'est bon. Et depuis, j'ai toujours eu le droit de goûter à table. Voilà, j'allais sur les genoux de mon père, je peux goûter le vin, machin. J'ai toujours le droit, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été curieuse. J'avais 7 ans. Ah ouais, ok. Voilà, donc depuis toute petite, je suis toujours fourrée dans la cuisine avec mes grands-mères. J'adore cuisiner. Voilà, donc c'est vrai que manger, boire, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Et depuis toujours, j'aime ça. Et je pensais un jour en faire ma vie, mais pas aussi tôt finalement. Et la passion m'a rattrapée à la fin de mes études. Je fais une école de commerce, je suis spécialisée en marketing communication, donc évidemment ça me sert au quotidien. Mais c'était pas le projet initial. Le projet initial, mais bon, je vivais un peu dans un rêve. C'était grâce à l'école de commerce de gagner des sous pour pouvoir du coup un jour ouvrir quelque chose, une cave à vin. Et en fait finalement à la sortie d'école, on m'a proposé un poste dans une cave à vin et je suis devenue caviste sortie d'école de commerce. Super. C'était déjà au Barave ou pas ? Non, c'était pas au Barave. C'était dans une petite cave indépendante dans le 17e qui s'appelle Nulle part ailleurs. Ok. Voilà. On prend note, on ira y faire un tour. Et voilà, ils sont, Antoine et Jean-Michel vous recevront avec plaisir, j'en suis certaine. Donc c'est là où j'ai fait mes classes, mes armes, ils m'ont donné ma chance. Donc j'ai été caviste pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, du coup, découvrir le métier de caviste, se former toute seule. Donc, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai pu rencontrer les vignerons, j'ai pu déguster plein de choses avec. Voilà, quand on est caviste, il y a plein de gens qui viennent faire déguster régulièrement. Et au bout d'1 an, j'ai fait une formation en plus du boulot pendant le week-end. J'ai fait un CQP sommelier. Ok. Avec, je sais pas si tu connais, Franck Thomas Formation, qui est meilleur sommelier d'Europe et meilleur ouvrier de France, si je dis pas de bêtises. Et qui a monté son école de formation dans le vin et ils font des ateliers un peu partout en France et c'est assez chouette. Et ça, c'était vraiment, je me suis éclatée pendant 1 an à faire ça en plus du boulot. Et suite à ça, après, vient le Barave pendant presque 2 ans où j'ai été sommelière caviste
avec Théodore que tu as déjà interviewé. Exactement, on vous invite à aller écouter cet épisode qui était très très sympa. On a fait un petit tour du monde des différents vins qu'il a pu déguster et découvrir au cours de ses voyages. Sacré personnage. Et très, très très sympathique, on l'embrasse d'ailleurs au passage. Juste pour revenir là-dessus, parce que c'est quand même une transition qui est assez intéressante, mais donc tu fais tes études dans une école de commerce, c'était quoi, en marketing, c'est ça ? Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, en fait, je vais aller bosser dans un grand du vin, ou même dans un château, initialement, je vais faire du marketing ou cherchais un poste en marketing dans le vin. Mais c'est un milieu qui est très fermé. Si t'as pas les connexions, t'as pas le carnet d'adresse. Si t'as pas déjà fait, c'est comme ça qu'on fonctionne en France aussi, si t'as pas fait déjà plein de stages dans cet univers-là, c'est quasi impossible. Donc j'ai eu des clés dans ma vie, mais pas celle-ci à ce moment-là, et au final je pense que c'était un mal pour un bien. Et voilà, j'ai eu cette proposition de poste pour devenir caviste, et évidemment j'ai posé la question à mes parents qui m'ont payé des études. Je me suis dit, si jamais finalement je change de route et que je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Et ils m'ont dit, mais voilà, c'est ce que tu veux faire de toute façon, donc c'est ton projet à long terme, donc si c'est maintenant c'est génial aussi, donc go. Et je suis super contente de ça. Top. Et donc toi là t'arrives en tant que caviste, et t'as peu de connaissances sur le vin, enfin relativement peu, parce que tu étais une amateur un peu éclairée, je suppose que tu dégustais déjà des trucs sympas, tu faisais attention à ce que tu buvais, tout ça, mais... Disons que pour une jeune fille de mon âge à l'époque, je connaissais pas mal de choses déjà, et il s'avère que pourquoi j'ai été embauchée, parce que j'ai conseillé à l'époque mon maître de stage dans cette cave à vin. C'était la porte à côté en fait, là où j'ai fait mon stage de fin d'études, et je l'ai conseillé sur une bouteille. Le caviste m'a entendu et il m'a dit wow, viens voir ce soir, viens, on va discuter, rapporte ton CV parce que là il y a un truc. Ok, marrant. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait au final, c'est que il m'a entendu conseiller, donc il s'est dit elle connaît un peu, a priori elle conseille bien. Donc voilà, il y a évidemment le côté du coup école de commerce, on va dire, le côté vente, mais après ça fait partie du jeu. Et même quand on est sommelier, quand on propose un vin à une table, aussi le vin, on le vend en fait au final. Exactement. Donc on va le présenter et et les gens ils acceptent ou ils acceptent pas, ça les branche ou ça les branche pas, mais au final, désolé, mais ça reste de la vente, et apparemment j'avais le bon discours qui fitait bien au profit de caviste. Tu te souviens de ce que tu lui as conseillé comme bouteille ? À l'époque, je me rappellerai pas du millésime, mais c'était un Chablis premier cru de chez... c'est JP et Benoît Drouin. Et on les embrasse également parce que c'est un peu grâce à eux que tu as pu intégrer cette cave aussi vite. Ouais. Et donc là, t'arrives, comment ça se passe ton premier jour ? Premier jour, vraiment c'est scruter la cave. Moi je suis très méthodique, très organisée. Donc du coup, j'ai pris toutes les refs quasiment et je me suis fait un petit tableau et j'ai essayé de chercher un peu sur internet les infos sur les vignerons principaux qu'il y avait au sein de la cave pour pouvoir déjà un peu cartographier les vins pour m'imprégner un peu du style de la cave, parce que chez Nulle part ailleurs l'empreinte c'était vraiment très vin du Languedoc, vin du Sud, des choses solaires avec un bon rapport qualité-prix, et le nom de la cave, Nulle part ailleurs, l'idée c'est qu'il y ait un petit peu des pépites. Donc forcément des choses qui sont pas forcément très connues, et encore moins quand tu arrives dans l'univers du vin et que on te jette là-dedans et que tout d'un coup il faut tout savoir, tout connaître. Après c'était impressionnant, mais c'était pas la première fois que je travaillais dans la vente. J'ai toujours fait des petits boulots dans la vente pendant mes études pour payer mes études, donc ce côté-là, pas de souci sur le relationnel client. Après, c'était plus, le stress de faire vraiment le bon conseil par rapport à la demande. Parce que quand tu arrives, tu n'as pas goûté les références. Et on sait tous que maintenant, moi, je le sais, mais quand on goûte quelque chose à un instant T, un millésime ou quoi, ça va pas goûter peut-être 3 jours pareil, une semaine après, 6 mois après. Et donc, évidemment, même si tu connais les grandes lignes des cépages, des régions, tout ça, c'était vraiment... m'imprégner de la cave le plus vite possible en termes de connaissances avant de pouvoir vraiment m'en imprégner au niveau gustatif, le temps que je puisse un peu goûter les refs et m'imprégner de ça. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'était un peu tes débuts en tant que caviste, et donc tu m'as dit qu'ensuite tu t'étais formé. Oui, j'ai fait un CQP sommelier, donc un certificat de qualification pro, du coup en sommellerie. Ça dure 1 an, j'avais 6 jours de cours par mois, quelque chose comme ça, sur mes week-ends, en mode un peu intensif.
Donc voilà, avec Franck Thomas Formation. J'ai fait ça à Paris, en parallèle du coup de mon job de caviste chez Nulle part ailleurs. Qu'est-ce que tu as appris dans ce CQP, justement, dans cette formation ? Alors, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est vraiment sur les vins du monde, où je suis connaissance française, ça va, mais sachant que ça faisait déjà 1 an que j'étais caviste, donc voilà. Voilà, plus une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et ce qui était génial, c'est qu'on était un super groupe d'une 15aine de personnes. Et on a vraiment tissé des liens, super ambiance. Okay. Et c'était vraiment plus le côté échange avec les autres. Moi, je pense ça, je goûte comme ça, mais toi, tu goûtes comment ? Et en fait, c'est plus ce que ça m'a vraiment apporté moi, c'est la sensibilité, la perception des autres. Et réussir à moi, dans l'univers du vin, au sein de professionnels, aussi prendre confiance en moi, me crédibiliser vis-à-vis de moi-même et un peu vis-à-vis des autres aussi. Parce que moi, le souci que j'ai, c'est, comme je suis autodidacte à la base, c'est de toujours essayer de faire le mieux possible pour le client final. Donc du coup, toujours faire le maximum de ce que je peux pour moi en termes de formation, tout ça, d'apprentissage. Et là, je me rendais compte que en fait, ça va, j'étais pas à côté de la plaque et j'étais relativement crédible. Donc ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi par rapport à ça. Et voilà, de pouvoir me dire, ok, tu te trompes pas de voix, c'est pas déconnant ce que tu sens, ce que tu goûtes. À l'aveugle, je goûtais pas trop mal. Enfin voilà, donc c'était assez... c'est surtout ça que ça m'a permis d'apprendre, c'est plus sur moi aussi. Un peu et après, oui, des connaissances dans le vin, évidemment, il y a toujours... On le sait, il y a toujours des subtilités, il y a toujours un mec qui fait un truc différent, il y a un sol qui apporte un truc différent, tout ça. Et donc il y a ce côté-là, évidemment, vraiment apprentissage pur, connaissance pure, mais c'est vraiment plus sur le côté ma dégustation et la prise de confiance par rapport à ça. Voilà. Ok, super. Et tu rencontres encore un peu les personnes justement avec qui tu étais Après, la vie fait que dans la restauration, tout ça, c'est un peu compliqué. On a tous des emplois du temps un peu chargés, mais on est toujours tous en contact. Là, il y en a avec qui, des fois, je fais des extras dans leur bar à vin. Notamment le Ride, voilà, qui est un super bar à vin aussi, qui est à Sentier et Oberkampf, ils en ont 2. Ça, c'est une bonne adresse. Voilà. Ok, on prend note. Ouais, on prend note et d'ailleurs on pourra se mettre en contact si tu as besoin. On ira faire un tour sans problème. C'est chouette. Et donc voilà, et notamment eux, tu vois, du coup on est restés en bons termes et du coup même de temps en temps je vais leur prêter main forte quand il faut. Et il y en a d'autres, oui, je vais manger dans leur resto, tout ça. Voilà, on s'est tous souhaité bonne année, là, des choses comme ça. Mais voilà. Ça marche. Et donc après ce caviste, tu as une autre expérience ? Oui, après caviste, du coup, j'ai travaillé au Barave. Avec Théodore, avec Théodore, à la cave du Barave, où du coup, j'étais son petit bras droit, assistante caviste sommelière, voilà. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi à peu près en binôme, et c'était vraiment chouette. Voilà, super expérience voilà, avec Théo qui a une culture vin, qui bosse depuis 12 ans dans le vin et qui ne vit que pour ça, si je puis me permettre. Et donc du coup c'est vrai qu'il a beaucoup partagé de sa passion avec moi et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup grandir aussi parce que j'ai pu goûter grâce à lui des choses auxquelles qu'on goûte pas tous les jours parce que sa passion fait que il goûte tout. Il n'y a pas de limite et ça c'est génial. Il a l'air de beaucoup goûter. Ouais, et c'est génial et donc du coup je sais que j'ai grandi aussi grâce à ça et je pense qu'il le sait que je suis super redevable vis-à-vis de lui pour ça. Et puis aussi au Barave, un super accueil. Je travaillais toute seule où j'étais avant. Il y avait les 2 responsables, mais c'est vrai que j'étais la seule employée. J'aspirais vraiment à travailler en équipe. Et voilà, le Barave, c'était vraiment une petite famille. Et du coup, c'est hyper agréable d'être accueilli là-dedans, de pouvoir faire tes preuves, de mettre en place des choses soi. Voilà, et c'était vraiment une super expérience. Et le côté aussi restauration que j'avais pas et que j'aime beaucoup parce que je cuisine beaucoup et voilà moi depuis toujours je suis la reine de l'apéro dînatoire à la maison et on ouvre des grosses bouteilles et on se fait plaisir et il y a plein de petits trucs à manger, plein de petites prépas et tout et ça c'est mon truc quoi. Donc c'est vrai que découvrir aussi ce côté plus restauration et conseil vraiment sur l'instant, vous mangez ça, ok je vous propose ça et on fait goûter le vin ouvert et tac et vachement plus dynamique que quand t'es caviste où c'est beaucoup plus calme. C'est pas du tout le même type de conseil. En caviste je pouvais prendre 20 minutes des fois pour conseiller un client vraiment que je voyais toutes les semaines, avec qui on avait une super relation et tout. Voilà, je connaissais tout par cœur. Quand je suis partie de chez Nulle part ailleurs, j'aurais fait un dossier client. J'aurais fait un dossier client. J'ai les clients les plus
fidèles, j'ai écrit exactement ce qu'ils buvaient et ce qu'il fallait proposer en fait. Donc j'ai laissé la Bible. Après 3 ans chez eux, je leur ai laissé ma petite Bible de connaissances clients. Ouais. Et au bar, c'est vrai que du coup, la personne, elle est là, elle vient boire un verre, elle veut un verre tout de suite, et du coup, elle veut manger tout de suite. Et donc, du coup, tu peux pas du tout prendre ce même temps d'apprendre à connaître la personne et tout. Donc là, tu avais vraiment le défi du conseil entre guillemets express, mais il faut taper dans le mille direct. Et du coup, c'est un exercice de concentration qui est assez... quand tu es dans un bar à vin où il y a beaucoup de monde, ça, on ne croirait pas, mais quand même, c'est de la concentration et c'est du boulot parce que c'est intense en fait. Et c'est vrai que quand t'es client, et moi je savais pas réaliser ça forcément avant, quand t'es client, tu viens dans un bar à vin, c'est chill quoi. Le mec il propose du vin, il nous parle du vin, c'est trop cool. Enfin le mec, la nana aussi d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que quand tu fais un samedi soir au bar à vin et que tu conseilles un nombre de bouteilles incalculable, à la fin, tu peux être un peu lessivé. La petite histoire qui va bien derrière chaque bouteille. Voilà, mais du coup, ça... Comment était la météo de ce millésime, exactement, bon endroit, etc. Ouais, c'est clair, on imagine bien l'intensité du truc. Tu parlais de mettre en place des choses au bar. Est-ce que toi, tu as eu l'opportunité de mettre en place certains trucs? Après, c'est plus sur mes capacités organisationnelles, on va dire. Tu leur as aussi fait un fichier client très qualitatif. C'était différent parce que du coup, il y avait vraiment le côté bar. Et puis le bar, ça existait depuis bien longtemps avant moi. Et... Très bonne adresse d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on vous le recommande aussi. C'est que des bonnes adresses là dans cet épisode. Dans l'idée, on fait que des bonnes adresses, c'est mieux. mais ouais, c'est juste avec Théo qui voulait vraiment faire une sélection beaucoup plus pointue. Moi, j'arrivais avec mon expérience de 3 ans de caviste où vraiment, il voulait davantage développer la cave. Et c'est pour ça que le bar avait mis en place ce binôme-là pour mettre un peu en lumière la cave à côté du bar qui prend beaucoup de place. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pendant plus de 2 ans. Et, enfin, en tout cas pour Théo, moi un peu moins. Et moi j'ai essayé de mettre en place surtout des cours. Donc on a fait des dégustations, des initiations, parce que ça c'est vraiment moi mon truc, c'est là où je prends le... Ouais, c'est déjà que tu as testé un peu... déjà chez Nulle part ailleurs, j'animais le samedi entre 5 et 8 dégustes dans la journée, plus 3 à 4 cours par mois. Donc j'ai un petit passif de dégustation qui est assez important. Clair, Donc, et ce qui va nous amener à ce dont on va, je suppose, parler après, mais ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà. La transition est parfaite. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment ce côté-là qu'on a essayé de mettre en place avec Théodore et de faire un programme de cours vraiment avec 2 cours mensuels. Moi, il y avait l'initiation qui était possible tous les samedis. On n'a pas... Voilà, les gens, ça n'a pas forcément pris parce que le bar à vin, c'est un bar. Et c'est pas une cave, et après peut-être qu'on s'est pas forcément pris assez bien pour faire la communication, tout ça, mais il y a quand même eu des petites choses qui se sont passées et c'était assez chouette ça. Ouais, voilà. Ok, cool, alors là la transition est parfaite vers le prochain sujet qui est un peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc on en a parlé un tout petit peu en introduction, mais tu as créé quelque chose qui s'appelle Du vin et des paillettes, qui consiste à te rendre chez les gens ou dans des entreprises et d'animer une dégustation entière pour eux, avec les vins et aussi quelques mets, de quoi manger, c'est ça? Exactement. C'était quand déjà? Quand est-ce que tu as créé ça? J'ai créé ça en novembre 2018, du coup j'allais dire l'année dernière, mais c'est trop tard de dire l'année dernière. Ça fait un peu plus d'1 an. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je me suis lancée. Est-ce que tu t'es lancée en étant encore au bar à vin ou en ayant encore une activité professionnelle par ailleurs et en lançant ça en même temps? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit ok, j'arrête ce que je fais et je me concentre sur mon projet à moi? Du coup, j'ai eu la chance en fait, d'obtenir une formation via la mairie de Paris pour préparer un CAP de cuisine. Et donc du coup, j'ai eu la réponse en septembre 2018. Et donc tout de suite, je suis allée voir les responsables. J'ai dit voilà, c'est un peu mon rêve. J'ai pas fait hôtellerie-restauration. Je fais tout ce que je peux du coup pour bosser dans le milieu du vin, la restauration. Mais là, c'est un truc que je suis super contente d'obtenir parce que c'est assez difficile. Et j'ai été prise du premier coup, tout ça, donc super contente. Donc je pouvais pas refuser la formation. Et sur le papier, la formation ne pouvait pas coller avec mon emploi du temps au bar à vin. Donc du coup, j'ai quitté le bar à vin. Et vu qu'en fait, ce projet de créer une entreprise, je l'ai depuis des années. Déjà à l'époque, mes amis en école de commerce, je me disais oui, un jour je montrerai ma boîte, Et là, je me suis dit, allez, c'est le tremplin, c'est ce qui va m'aider à me jeter à l'eau. Parce que voilà, je retournais à l'école pour préparer mon CAP de cuisine. Et en même temps, j'allais avoir du temps.
Et j'avais ce projet-là que j'étais en train de mûrir depuis déjà quelques années. Et en fait, voilà, caviste pendant 3 ans, presque 2 ans caviste sommelière dans un bar à vin, où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui me manque le plus. En fait, voilà, chez Nulle Part Ailleurs, il me manquait une équipe pour échanger. J'ai changé pour aller avec une équipe. Et au bar, je me suis rendu compte que ce qui me manquait vraiment, du coup, c'était les dégustes. Et c'était un vrai échange un peu plus profond que juste un conseil comme ça à minute avec les clients et vraiment échanger sur ma passion en fait. Et donc du coup je me suis dit voilà, c'est quoi ? C'est animer des dégustes. Donc voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. Donc voilà, formation. Donc du coup on y va, on se jette à l'eau et je monte ma boîte. Ok, et donc là, est-ce que tu fais le CAP cuisine en même temps que tu crées ton entreprise ? Oui. Ça dure combien de temps tu l'as là, le CAP cuisine ? Je l'ai. Ok, cool. Ouais, j'ai eu mon CAP, du coup j'ai commencé en octobre 2018 et je l'ai passé en juin 2019 et depuis juillet j'ai mon CAP. Ok, voilà. formidable. Donc là t'as appris plein de choses, je suppose beaucoup de techniques. Voilà, c'était vraiment avoir les bonnes bases techniques et hygiène, tout ça, parce que donc, dans mes dégustations, avec du vin et des paillettes, tout ce que je prépare, tout est maison. Okay. Donc c'est moi qui cuisine tout, qui prépare tout. Et donc je voulais vraiment que ce soit carré, nickel et avoir les bonnes bases. Évidemment, pour ma culture, pour mon plaisir. Voilà, moi qui adore cuisiner depuis toujours, c'était hyper important pour moi de pouvoir... C'était un peu comme un rêve, quoi, on va dire. De pouvoir faire ça, ça paraît bête, mais au final, voilà, j'ai presque 30 ans, je me remets en question, je reprends des études. Donc c'était marrant. Après c'était un cours du soir pour adultes, donc ça va, j'étais pas avec, avec les CAP 14-16 ans, où du coup là c'est peut-être un peu moins la même ambiance, un peu moins facile, mais voilà, l'équipe pareil était géniale, on était un groupe de 12, le prof, le chef Fabre, hyper pédagogue et hyper disponible, donc vraiment c'était que du plaisir, quoi. J'attendais toutes les semaines de pouvoir aller en cuisine en fait. Aller faire mes cours de cuisine, donc voilà. Mais donc oui, en parallèle, monter ma boîte, donc tout faire de A à Z, on y va, quoi. Et donc tu montes cette boîte, est-ce que tu avais déjà une idée de clients que tu pouvais avoir ? Est-ce que tu avais déjà même un client ? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit je monte ça et puis je vais aller démarcher des gens c'était... Ouais. Non, je vais reformuler ma question, je vais faire un truc un peu mieux. Qui était ton premier client ? Mon premier client... Et comment tu l'as obtenu ? Comment ça s'est passé ? Waouh, c'est une super question. Alors attends, il faut que je me rappelle. Parce qu'en fait, du coup, j'ai une activité vraiment du vin et des paillettes où j'anime des dégustes pour particuliers entreprises. Et en parallèle, le temps que ça décolle vraiment et que je ne vive que de ça, ce dont je rêve, je suis aussi juste en freelance en tant que sommelière et du coup, je bosse pour des boîtes d'animation œnologique en parallèle. En gros, voilà, tu as et très sympa aussi, hein, mais évidemment, le bout du bout final, ce serait d'arriver à faire que des choses via du vin et des paillettes. Donc mes premiers vrais clients, c'est les sociétés d'animation œnologique en tant que sommelière. Après, sinon, mes premiers vrais clients pour du vin et des paillettes, en fait, c'est mes amis. Les potes qui, ça y est, se sont dit maintenant que c'est carré, on y va, on veut une déguste en fait. Aussi, c'est pas le truc comme d'habitude, l'apéro à la maison, on t'explique des choses et tout. C'est là, on veut vraiment, on y va, on est sérieux et pendant 2 heures, on t'écoute en fait. Et donc mes premiers clients en fait c'est mes amis. J'ai eu plusieurs groupes d'amis qui ont fait des initiations et j'ai notamment un noyau dur de l'enfance depuis toujours qui carrément j'aurais monté un club œnologique et tous les mois je vais chez eux et on fait un cours pendant 2 heures sur un thème. Trop bien. Voilà, ça peut être pour n'importe qui, il suffit de monter son groupe et tous les mois je viens chez vous voilà, c'est ça. Au lieu de prendre Netflix, vous prenez du vin et des paillettes et comme ça vous pouvez bien bouffer et boire des trucs très sympas. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, mais c'est ça, et puis après c'est la famille quand même aussi qui soutient beaucoup. On va pas se mentir, la famille c'est hyper important là, quand tout d'un coup tu dis allez je quitte tout et je reprends mes études et je monte ma boîte quoi. Et voilà, et puis après au fur et à mesure c'est le réseau parce qu'évidemment ça fait quand même 5 ans que je suis dans le vin, que je connais du monde, il y a des clients qui m'ont suivi. Tous les clients, pas mal de clients de chez Nulle Part Ailleurs sont venus me voir au bar après. Super. Donc il y a un vrai suivi et il y a des clients de chez Nulle Part Ailleurs que je vois encore pour qui j'anime des dégustes, que ce soit dans leur société, en perso.
Et puis après, c'est le bouche à oreille, quoi, au fur et à mesure. Donc il faut parler des paillettes. Ça roule. Donc si vous voulez organiser une dégustation chez vous, n'hésitez pas à contacter Lucille. Avec nous, on mettra bien sûr tes coordonnées, tout ça dans la description du podcast. T'as un site internet? Ouais, bien sûr. Duvinetdespaillettes.com, fait maison, avec une de mes amies qui m'a aidée. Voilà. On mettra tout ça dans la description. Alors, comment se passe la première dégustation? La toute première que tu organises vraiment à titre professionnel? Moi, pour particulier, tu Ouais. Après, en soi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait du coup depuis ces 5 dernières années, donc je suis hyper à l'aise et je suis hyper contente. Après, tu as quand même un peu chaud parce que ça y est, c'est la première, on y va, c'est ton bébé, tu te lances. Mais ça fait plaisir en fait. T'arrives avec le petit stress. Moi, je prends beaucoup de temps en avance pour être sûre, parce que du coup, je viens chez toi 1 heure à l'avance avant la dégustation pour tout mettre en place, installer la table, préparer les planches, apéritif, tout ça. Et ensuite, toi, t'accueilles tes convives. Vous pouvez comme ça discuter à 10-15 minutes, puis on s'installe et je lance le truc. Okay. Après, c'est vrai que du coup, ce moment où tu lances la dégustation, tu te dis, allez, on y va, on va commencer. Là, t'es un peu... tu sais faire en fait, ça fait 5 ans que tu le fais, mais t'es un peu chaud, c'est la première et t'es content. Et quand je rentre chez moi, après, c'est que du bonheur en fait. Parce que normalement, une dégustation, ça dure 1h30, 2 heures. Mais je suis très bavarde. Et au final, quand les gens passent un bon moment, et c'est ce que j'espère, et je me dis que le bon moment, c'est quoi? C'est que les gens posent des questions, sont intéressés. Et moi, je regarde l'heure et je dis, ça va, vous aviez des... Parce que souvent, ça peut être en début de soirée, les gens après ont un théâtre, un truc, ou ont prévu un dîner ou que sais-je. Et du coup, je dis, ça va, Nio? Mais oui, on est bien, restez, on rouvre du vin. Non, j'ai du boulot, moi quand même, je suis quand même là pour le boulot, vous c'est cool. Mais du coup, moi, c'est là où je me rends compte qu'en fait, les gens, juste en fait, ils prennent du plaisir et ils se lâchent enfin à poser les questions qu'ils n'osent jamais poser sur le vin. Et c'est pour ça aussi que je veux aller chez les gens, parce que ça crée un cocon. Les gens se sentent à l'aise, c'est dans leur salon, et pendant 2 heures, ils ont une sommelière en soi qui peuvent presser comme un citron et poser toutes les questions qu'ils n'osent jamais poser. Grand oral, ou des fois, tu commandes un verre de vin, le sommelier te répond quelque chose, ou le serveur te répond quelque chose, et toi, tu es complètement perdu, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Et moi, j'ai souvent vu ça dans les yeux des clients. À nous aussi, des fois dans le rush, on fait pas attention aussi de prendre le temps de bien expliquer ou de bien se faire comprendre. Parce que des fois on est trop dans le côté pro, et moi le but vraiment du vin et des paillettes, c'est vraiment pour l'initiation, en tout cas je fais pas que ça, mais c'est vraiment de mettre les gens à l'aise et qu'ils comprennent un peu quel est leur profil vin, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'ils aient un peu les bons mots pour après derrière aller se faire conseiller quand ils vont chez caviste ou au resto. C'est clair. Voilà. Du coup j'ai plein de questions. Okay. La première c'est quelles sont les questions que tu rencontres le plus souvent justement de la part des personnes qui organisent des dégustations? Est-ce qu'il y a un peu quelles sont celles qui reviennent le plus souvent? Et okay. Est-ce qu'il y a vraiment un marronnier? Est-ce qu'on te demande je sais pas. Alors, ce qui revient le plus souvent, ça va être... Ça dépend vraiment de... Alors, attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Vraiment, ça va être, je pense, sur l'ouverture. Comment est-ce qu'on sert le vin? Ça, c'est vraiment ce qui va ressortir le plus. Donc, j'explique toujours, il y a une température de service et une température de dégustation. Et alors là, quand j'explique ça, ah bon, mais on fait comment? Et voilà. Et donc, quand j'explique que le vin, il reprend 1 degré toutes les 10 minutes, et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas servir à l'américaine des énormes bains de pied dans les verres, et qu'il vaut mieux se resservir régulièrement. Et voilà. Et donc ça, c'est très drôle. Mais comment on fait pour servir vraiment autour du service, la température et le carafage? Qu'est-ce qu'on fait? Et une question aussi qui revient beaucoup, c'est alors, bêtement, mais comment je sais qu'un vin est bon? Et donc là, à chaque fois, je leur dis, en fait, c'est à ça que sert un caviste. Parce que peut-être vous dites, oui, chez caviste, c'est plus cher le vin. Bah ouais, mais... C'est pas dit... Non, mais c'est pas forcément dit, mais souvent, les gens, moi, ce que j'ai, oui, mais moi, je vais au supermarché, mais j'ai pas de conseils, comment je fais pour acheter un vin qui est bon? En fait, forcément, je défends ma croix en tant qu'ancienne caviste. Tu dis, un caviste, ça sert à ça, en fait, ça fait une sélection, et c'est là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans votre achat. Donc normalement, vu qu'il y a une sélection qui est faite par le caviste, s'il travaille bien, qu'il est consciencieux, qu'il est passionné, normalement c'est le cas quand on est caviste,
Du coup, il y a forcément une présélection qui est faite. Donc, si le caviste correspond à votre style, tout ça, à ce que vous aimez, déjà, il y a la moitié du boulot qui est fait. Et puis après, c'est discuter un peu avec les gens, en fait, prendre le temps. Ce que j'explique en dégustation, c'est qu'on ne prend pas le temps, en fait. Il faut le dire, juste sur le caviste, vu qu'on y était, je pense que ce podcast est écouté essentiellement par des amateurs de vin, donc il n'y a pas forcément besoin de le dire, mais allez chez votre caviste. Je pense que vous en avez un à moins de 500 mètres de chez vous, même moins d'un kilomètre si vous habitez dans des endroits un peu plus reculés. C'est des gens qui sont toujours très passionnés, vous avez toujours des très belles bouteilles et c'est pas plus cher qu'en supermarché. Alors bon, peut-être que c'est quelques euros en plus, mais je pense que pour le même prix en tout cas, vous trouverez quelque chose de bien meilleur souvent. Oui. Chez un caviste, vous aurez la petite histoire du vignoble derrière. Même s'il faut, il y a le vigneron qui est passé le matin même ou la semaine dernière pour expliquer un peu son vin et pour en dire un peu plus. Donc voilà, allez chez votre caviste, c'est un mot pour vous tous, je sais que vous le faites déjà, donc j'insiste pas plus dessus, mais c'est vrai que c'est important. Ok, donc comment je reconnais un bon vin? Qu'est-ce qu'un bon vin? C'est la question qui revient un peu. C'est très drôle, donc ma réponse toujours c'est à ça que sert un caviste en fait, c'est à vous aiguiller, parce que moi en soi je peux pas donner une réponse parfaite, c'est impossible. Il y en a pas. Donc ça c'est une question, c'est comment je choisis mon vin, comment choisir un bon vin. Et donc déjà de base, moi j'invite à retourner chez le commerçant. Les gens sont vachement dans une démarche de meilleure consommation. Mais par contre pour le vin, ils veulent du bio, mais il faut pas non plus que ce soit trop cher et machin. Mais on n'a pas le temps non plus d'aller se faire conseiller. C'est comme on veut trouver un super bon livre, une édition particulière, on va chez un libraire, on va pas à la Fnac. Là c'est un peu pareil, c'est comme les gens qui me disent oui, moi je mange que du bio. Ok, mais est-ce que tu vas au marché ou tu vas au supermarché? C'est une question de consommation pour moi, de style de vie. Et du coup, on peut pas toujours avoir plus si soi-même déjà on fait pas l'effort aussi, la démarche. Bon, si on en a envie, de toute façon, il n'y a pas de problème, ça ira tout seul. C'est vrai, et votre caviste sera sûrement passionné, sera ravi de vous accueillir et de vous en dire un peu plus sur tout ça. Alors justement, comment tu sélectionnes les vins que tu proposes pendant tes dégustations? Alors, du coup, ça fait 5 ans du coup que je suis dans le vin. Il y a des vignerons que j'adore. Évidemment, moi, ce que je propose principalement, c'est de l'initiation. Donc, ça va pas être des grands crus, parce que déjà, pour commencer à comprendre le vin, il faut commencer en step, du coup, on va dire classique. Et après, on peut monter au fur et à mesure. Mais moi-même, ayant goûté des très grandes choses quand j'étais pas encore prête, je sais que je passais à côté. Parce que je savais pas encore assez bien goûter, j'avais pas ma sensibilité qui était assez développée. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des vins qui, déjà, me plaisent. Que ce soit en termes de production. Donc, dans l'idée, j'essaye d'aller chercher du petit vigneron, plutôt des choses propres, notamment si je peux du bio, vraiment. Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher des bons rapports qualité-prix aussi pour que les gens puissent acheter du vin à la suite de la dégustation s'ils ont aimé. Donc ça, c'est vraiment pour les vins d'initiation. Donc c'est vraiment du petit vigneron, donc soit des vignerons vraiment que j'ai eu coup de cœur et avec qui c'est des vins avec lesquels j'ai commencé ou que j'ai découvert au fur et à mesure des dégustations. Et après, les dégustations que j'organise sont sur mesure et à la carte. Okay. Donc, en fonction de... Si on veut une initiation, on me fait confiance. En gros, c'est les yeux fermés parce que la dégustation se fait à l'aveugle. Et donc, moi, j'ai mon stock. Je demande des indications. Vous êtes plutôt vin rouge, plutôt vin blanc, fort léger. Et en fonction de ça, on se met d'accord sur 2 blancs, 3 rouges. Et après, je fais ma popote. Et l'idée, c'est de se laisser porter par le moment, pour justement pas avoir d'a priori sur ce qu'on va déguster et peut-être justement être surpris parce qu'on va goûter quelque chose vers quoi on ne serait pas allé instinctivement, et du coup c'est comme ça aussi qu'on peut progresser, en étant un peu surpris, en étant un peu déstabilisé parce qu'on se remet en question, on se pose des questions, on fait travailler les palais aussi, on fait travailler son nez, et du coup si on fait pas tout ça, forcément si c'est toujours monolithique et qu'on goûte toujours la même chose, évidemment on peut s'ennuyer, et on se remet pas en question et on reste aussi sur ses acquis. Donc sur l'initiation, c'est vraiment ça que je propose, c'est découverte surprise, on va dire. Et après, si c'est sur mesure à la carte, on échange ensemble. Et j'ai là animé des dégustations, par exemple, pour 2 anniversaires. À chaque fois, les maris étaient fans de Bourgogne. Et donc, j'ai fait un thème sur la Bourgogne. Full Bourgogne, différents cépages. Les différents niveaux de cru. On a fait du grand cru, du premier, on a fait du village. L'idée, c'était un peu d'aller se balader dans le terroir bourguignon
Et aussi au niveau des cépages, goûter du gamay en Bourgogne, goûter de la ligotée, pas que boire du chardonnay et du pinot pour faire aussi un peu la touche originale. Donc la sélection, elle se fait, j'essaye de travailler qu'en direct avec des petits vignerons. Tu vas les voir souvent J'essaye. C'est pas toujours facile parce que si tu pars, t'es pas dispo pour le boulot à Paris, donc quand tu montes ta boîte, c'est est-ce que je reste et peut-être il y aura du boulot, mais peut-être il n'y en aura pas, ou est-ce que je pars et voilà, parce que du coup il faut quand même vivre. Mais j'y vais, notamment là en fin août, jusque presque fin septembre, j'ai fait un stage pendant 1 mois chez un domaine que j'adore, le château de Jean-Pierre, dans les terrasses du Larzac. Ils m'ont accueilli pendant 1 mois chez eux, gentiment. Je leur avais demandé, donc c'est des vins que je travaille, que j'ai sur ma carte. Et du coup, je leur avais dit, voilà, moi j'adore les vins du Languedoc, je suis jamais allée dans le Languedoc, c'est une honte, donc je veux réparer ça. Est-ce que vous ou un ami vigneron pourrait être intéressé pour que une petite sommelière parisienne vienne chez vous pendant 1 mois prêter main forte pendant les vendanges? Et ils m'ont dit, on va pas demander aux autres, on est d'accord nous. Donc du coup, j'ai été accueillie pendant 1 mois au château et c'était génial. C'était vraiment T'as dû apprendre plein de choses là-bas. Ouais, c'était une super expérience. Je suis hyper redevable auprès de Clément et Charlotte, vraiment. On a passé 24 heures sur 24 presque pendant 4 semaines, quoi. Donc j'ai tout vu, que ce soit prépa des vendanges où je me retrouve à réparer le tracteur la veille. Et je suis direct mis dans le bain, les mains dans le cambouis, on y va. Que c'est aussi bien, donc aller vendanger avec toute l'équipe de vendangeurs, faire les vinifs à la cave. Faire le ménage parce que j'ai découvert qu'être vigneron, je le savais, c'était dès qu'on fait une manip, on nettoie. Et forcément, il y a une question d'hygiène aussi. Qui est hyper importante et je le savais parce que tu l'apprends quand tu fais ton CQP machin et tout, mais c'est comme en cuisine en fait, mais encore pire. Ouais, c'est clair. Donc du coup, pour ceux qui aiment pas la vaisselle, ne devenez pas vigneron. N'y allez pas, c'est clair. Ou alors du coup, faut faire que la vaisselle au niveau de la cave, mais surtout pas du coup à la maison, quoi, parce que c'est ce côté-là que j'ai découvert qui était assez. Donc tu mets bien les mains dans le cambouis, c'est assez drôle. Et c'était vraiment une super expérience, j'ai super appris parce que des choses que tu sais, que tu as lues dans un bouquin, ok, super. Ouais, c'est bien, mais en fait, quand tu le fais, tu prends la proportion des choses, l'importance que ça a, et c'est pas du tout pareil. Et je suis hyper à défendre les vignerons en dégustation, à dire qu'ils font un métier merveilleux et que c'est hyper dur. Et que j'explique aux clients en fait une bouteille c'est au moins 3 ans de travail parce que la vigne avant 3 ans elle donne pas de raisin, on peut pas faire de récolte et puis après il faut faire le vin en fait. Et donc une bouteille c'est minimum, après quand on est en domaine c'est minimum 1 an de travail, peu importe que la bouteille soit à 5 ou à 60 €, c'est minimum 1 an de boulot. Et quand j'explique ça aux gens en dégustation, ça les remet un peu dans leur petit confort et ça les déstabilise. Ils se disent, ah ouais, je vais pas être mal poli, mais merde, c'est vrai en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas conscience en fait de la chance qu'on a, surtout en France, parce que moi je vois, j'ai plein d'amis qui sont à l'étranger, tout ça, et quand ils rentrent, la seule chose qu'ils veulent, c'est boire du vin. Et nous ici, c'est hyper accessible, il y en a pour tous les goûts, et ça, c'est vraiment chouette. Et ouais, c'est un an de boulot et c'est beaucoup de ménage. Et ça, j'ai vraiment pris. Donc déjà, je défendais beaucoup les vignerons. Mais là, je pense que les prochaines dégustes, ça va être... ça l'est déjà, mais j'ai vraiment ce... c'est un peu marqué en moi, on va dire. Où tu sais que c'est hyper physique. Et il y a des choses où, ça va, je fais du sport, je fais des trucs. Et il y a certaines vigneronnes que je me suis dit, waouh, les nanas, c'est des sacrés bouts de femmes, parce qu'elles sont toutes seules, il y en a. Pas toujours tout seul, mais moi là où j'étais, Charlotte et Clément, à l'année, ils sont tous les deux. Et de temps en temps, pour la taille, tout ça, ils ont des gens qui viennent aider. Évidemment, il y a une équipe de vendangeurs pendant les vendanges, mais sinon, toute l'année, ils sont que 2 en fait. Et je me dis, il y a des vignerons, des fois, ils sont tout seuls. Et c'est un sacré boulot, clairement. Et puis, c'est beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, et puis, ils créent quelque chose pour les autres, et qui vont... le vin va être dégusté, pas devant eux, ils savent pas. Donc c'est dur. C'est un beau métier, mais c'est dur comme métier. C'est un très très beau métier, mais c'est vrai que ils ont la joie de travailler la terre, les vignes, etc. et nous apporter un plaisir qu'on mesure assez souvent. Et on les embrasse. On mettra un lien vers le... Alors c'était Château Jonquière, c'est Château ça de Jonquière, dans les terrasses du Larzac. On mettra un petit lien vers leur site internet, ils en ont un petit. Et puis oui, on essaiera d'aller les voir d'ailleurs au passage un jour. Ils seront ravis.
Eh ben, ce sera, à mon avis. Magnifique chambre d'hôte, piscine. Ah bah très bien. Alors là, C'est incroyable. Non, le lieu est vraiment incroyable. C'est un vieux château. on signe tout de suite, on ira y faire un tour. Je recommande fortement, ouais. Super. Alors, on a parlé de comment tu trouves les vins et comment tu les sélectionnes un peu, la relation que tu as avec eux. Comment tu trouves les clients en face? Alors, de l'autre bout du spectre. comme je disais tout à l'heure, c'est avec le réseau que j'avais, voilà, tu gardes contact et tu réactives. C'est vraiment du bouche à oreille. Donc j'essaye le plus possible, voilà, du vin et des paillettes c'est moi, du vin et des paillettes c'est moi, on va dire. Parce que voilà, et j'invite à... Voilà, j'ai plein d'amis et ma famille, ils sont en présentation, mais ils sont fiers de ce que je fais et je sais que le plus possible, ils en parlent. Il y en a qui essayent de me faire rentrer dans leur boîte, d'animer les apéritifs œnologiques, tout ça, via les CE et tout. Donc très chouette. Et il y en a plein, ça se fait d'ailleurs. Donc ça c'est très cool. Et après, voilà, j'essaye de communiquer beaucoup sur Instagram. J'ai fait un site internet pour un peu exposer ce que je peux faire. Donc la communication, voilà, c'est via ça en fait, c'est surtout via les réseaux. Il faut toujours trouver plus de solutions. Mais l'idée, moi je suis vraiment dans l'humain, je crois. Et dans le bouche à oreille, je pense que c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Et dans ce que je fais, vu comment je le fais, je pense, parce que tout est maison et c'est ma sélection et voilà, c'est vraiment moi en fait. Et du coup, je pense que ça, pour avoir envie entre guillemets de s'offrir une expérience, une dégustation avec du vin et des paillettes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a recommandé et qui t'a dit c'était génial. Okay. Je pense que c'est ça donc ça met du temps, mais je pense que c'est vraiment ça le moyen de communication qui est le plus qui correspond le plus à ce que je fais. Ça marche. Super, on espère que ce podcast va te permettre aussi de trouver de nouveaux clients hein, si vous avez besoin d'une dégustation. Tu fais quoi comme surface? Que Paris ou tu fais Non, je me balade. Toute la France, peut-être pas. Après, pour des dégustations avec des sociétés d'animation œnologique, j'ai déjà fait la Normandie, la Bretagne, je suis allée à Genève, donc oui, je peux me balader. C'est pas un problème. Si vous voulez faire une super animation pour votre mariage en Dordogne avec une sommelière, avec à côté du stand des huîtres et du foie gras classique et faire un truc un peu rigolo comme ça je signe direct, j'ai trop envie de ça. J'ai envie de ça, mais après voilà, il faut que les gens ils aient envie. Moi c'est sur mesure à la carte, donc sur le principe tout est possible. Justement, parlons technique directement. C'est quoi les formules un peu que tu proposes si t'en as? Tu dis que tout est à la carte. Est-ce qu'on vient de voir, on me dit voilà j'ai... je sais pas, 6 invités, 50 € par personne et on organise un truc? Ou est-ce que c'est, t'as 3 formules Alors l'initiale... Oui, ça... Pas de problème. Non, en gros la formule de base, pour les particuliers à domicile, c'est l'initiation. C'est 39 € par personne et il faut être 8 minimum. Voilà. Pour moi, idéalement, il ne faut pas être plus de 12 pour que tout le monde puisse parler, échanger, qu'on puisse faire participer tout le monde. Donc entre 8 et 12 et c'est 39 € par tête. Je viens avec 5 vins et des planches apéritives. Pas besoin de faire les courses ni la vaisselle vu que je viens avec les verres. Voilà, ça c'est l'initiation. Et en gros, si tu veux une déguste à la maison et que vous êtes que 4 et que vous voulez déguster 5 grands champagnes, là je vais te faire un devis sur mesure. Parce que voilà, ça va vraiment être... au cas par cas. Et chose que j'ai fait dernièrement chez les particuliers, c'est des anniversaires justement apéritifs œnologiques avec un buffet à Cormet et vin. Comme je disais tout à l'heure, les anniversaires là autour de la Bourgogne. Et donc là j'ai fait buffet pour entre 30 et 40 personnes. T'es toute seule quand tu fais ça? Alors pour la préparation je suis toute seule et après j'ai quelqu'un qui m'aide pour le service le jour J pendant l'événement. Voilà. Mieux parce qu'à 40 personnes ça commence à faire un peu sport mais j'ai déjà eu fait. Ça se fait. Voilà, je dors bien après. C'est clair. mais voilà, après tout ce qui est préparation, mise en place et tout, j'y vais de bon cœur toute seule avec mes 2 mains. Mais voilà, mais du coup là, je prépare tout en accord mets et vin. Je propose, donc il y avait 5 vins en dégustation et sur chaque vin, il y a au moins une tapas, une verrine, quelque chose qui est en accord mets et vin. Ça, je trouve ça hyper important, c'est un truc que j'adorre. Et est-ce que, après c'est peut-être une question qui est ultra marginale, mais parce que je pense à ce qu'on a à la maison, est-ce que je peux te dire, j'ai tel vin en cave, t'en rajoutes 2 et les tapas et tu viens à la maison? Bien sûr. Tout est possible. Ça peut. Ça peut être très cool même d'ailleurs. Il y a un club eno que j'ai là.
je leur ai proposé un jour, parce que du coup tous les mois je viens avec les bouteilles, qu'une fois, parce que j'ai fait toujours déguster à l'aveugle et en gros ils voudraient me piéger, parce que ça fait longtemps que j'ai fait déguster. Et donc du coup ils m'ont dit un jour on ramène par couple chacun une bouteille et du coup on goûte tous ensemble, je sais pas, moi je dois deviner en même temps qu'eux et du coup que chaque couple fait, voilà, là ça va être un truc un peu rigolo, un jour on va le faire et ça c'est possible et ça m'empêchera pas de, chacun me donnera 2-3 indications pour préparer les planches qui vont bien avec. Voilà. Ça marche. Donc on a retenu 39 € par personne pour la formule initiation à partir de 8 et ensuite vous contactez Lucille et puis on vous fait un truc un peu sur mesure. Voilà. Cool, plus on rajoute d'options comme les voitures, c'est ça. Plus on se fait plaisir, du coup on va rajouter quelques petits zéros. Forcément. Voilà. Comment tu fais les accords mets et vins ? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà prédéfinies ? Est-ce que tu goûtes un peu à l'avance ? Est-ce que tu cuisines à l'avance ? Tu goûtes avec le vin que tu penses proposer ? Tu dis ok, non, peut-être pas. Alors, de base, j'ai une idée de ce que je veux mettre en avant dans le vin parce que je connais les vins que je propose. Donc par rapport à ça, je réfléchis à des recettes, des choses. Un même vin, il va pas. Si tu goûtes par exemple un vin blanc, je pense à un Macon Village là, que je travaille, je le fais goûter avec un chèvre frais, je fais avec un petit crémeux cranberry et menthe. Tu vas pas ressortir du tout la même chose que quand je le propose avec le tartare de poisson aux fruits exotiques. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fonction de ça, je m'amuse beaucoup là-dessus. Je suis très dans le. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait mon CAP cuisine, parce que les accords mets et vins, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et voilà, comme j'ai dit au début, manger et boire, c'est la vie, j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est hyper important pour moi pour sublimer à la fois ce que tu bois et ce que tu manges. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'explique en cours, c'est qu'un accord, faut vraiment mettre en valeur les deux produits et pas que le vin ou que le mets. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre qui se crée. Après, quel type d'équilibre tu aimes ? Là, ce que je disais, ma conche chèvre frais, t'es plutôt sur la fraîcheur, mot interdit dans le milieu quand on est pro, mais l'acidité, qu'on peut pas dire aux clients, mais voilà, la fraîcheur, et qui est hyper désaltérante, et voilà, c'est super à l'apéro, et en même temps, le macon, si tu le mets sur le tartare de poisson aux fruits exotiques, tu vas faire ressortir vachement le côté fruits jaunes, un peu pêche, beaucoup plus mûr du chardonnay de la Bourgogne Sud, et du coup, là, tu perds de la fraîcheur, mais tu as beaucoup plus de volume et de gourmandise. Et t'as pas du tout le même profil sur le vin, alors que c'est exactement le même vin. Pareil. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en fait. Voilà. Donc je goûte un peu avant, oui, parce que je connais mes vins. Après, les idées dans ma tête, ça fuse un peu beaucoup, on va dire. Ok, ça marche. Donc à chaque fois, j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs. Je fais jamais exactement les mêmes choses. Un truc, évidemment, j'ai des best-sellers qui marchent super bien. Donc j'ai l'habitude, donc je vais refaire parce que le but aussi c'est que les gens ils passent un bon moment et je vais pas prendre le risque à chaque fois de faire un accord qui est un peu bancal, on va dire. Mais l'idée c'est que en même temps moi ça me fait de la découverte aussi et ça me permet de pas. Ce que j'aime dans le vin c'est que je m'ennuie pas. Dès que j'ouvre une bouteille je découvre quelque chose, même si c'est une bouteille que j'ai déjà goûtée. C'est pas le même moment, c'est pas avec les mêmes personnes, voilà, il y a c'est pas peut-être le même millésime, tout ça. Quand tu fais à manger c'est pareil, il y a des jours avec et des jours sans. Des fois tu fais super bien ta tarte au chocolat et des fois tu la rates un peu, mais tout le monde trouve qu'elle est magnifique. Donc mais voilà, mais ça c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'on peut découvrir tous les jours. Super. Est-ce que tu as eu une anecdote à nous raconter, je sais pas, un truc, une dégustation qui était un peu marrant ou Oula. un plat qui n'a pas forcément donné ce que tu voulais, ou un accord qui était un petit peu à côté, ou quelque chose d'un peu drôle quoi. Oui, un peu drôle. Après des anecdotes depuis 5 ans, j'en ai pas mal. Mais non, ce qui est le plus fort, c'est de réussir grâce aux accords vin rouge et chocolat, de réussir à faire aimer le vin rouge. Ah oui. J'ai réussi à faire aimer le vin rouge à 3 dames qui détestaient ça. Et parce que à chaque fois, donc il y en a un c'était avec une charcuterie, l'autre une terrine, charcuterie sèche, une terrine et fondant au chocolat. Et là c'était banco, elles repartaient, elles aimaient le vin rouge. Et les maris, je t'explique pas à la fin comment ils sont heureux, ils sont là, merci mademoiselle, je vais pouvoir boire du rouge avec ma femme, je suis pas obligée de nous faire 2 bouteilles quand on boit un verre et qu'on s'engueule et tout ça. Et là c'était, du coup à chaque fois, bon ça à l'époque c'était très drôle, c'est que du coup ils achetaient les vins en conséquence quoi. Okay. Ils disaient non ça elle a aimé, j'en rachète, elle a dit j'aime, donc du coup voilà. Ouais. Donc non ça après des accords qui n'ont pas vraiment marché, quand je fais des gros trucs comme ça il y a beaucoup de monde donc c'est vrai que c'est compliqué d'échanger.
Mais après, moi, sinon, mon best, c'est la gougère maison avec le champagne. Ça, à chaque fois que je fais ça, de toute façon, c'est un grand classique. Mais le fait que ce soit la gougère maison, je peux les faire à la poche à douille, mais je veux pas les faire à la poche à douille pour que ça fasse vraiment côté maison. Et les gens, en fait, ils adorent ça et c'est très drôle. C'est très mignon parce que tu sens le côté, c'est maison et ils se disent waouh, elle les a faites en fait, elle a fait du temps, elle a pris du temps et en plus avec le vin ça va trop bien et ça c'est ça qui est assez cool pour moi qui entre guillemets me donne du mal avant parce que quand tu fais un buffet pour 40 personnes je cuisine pendant 8 heures à peu près. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà. Ok, super. Si ça répond à ta question. Ouais, parfait. Super, on espère qu'il y aura d'autres anecdotes un peu marrantes. J'en ai, mais du coup, peut-être que je vais pas raconter ça okay. là maintenant. Bon, moi je les aurai après, mais vous les aurez pas du coup. On verra ça après. Ça sera en off. Où est-ce qu'on te suit ? Est-ce que donc tu as parlé d'Instagram, de ton site web ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut être au courant ? Après, sur Facebook aussi, et sinon c'est pour les côtés plus pro sur LinkedIn. Mais du coup via moi, Lucille Coiffard, et pas du vin et des paillettes. Ça marche. Voilà. On vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça. Donc c'est duvinetdespaillettes.com. Oui. @duvinetdespaillettes sur Instagram. Exactement. Sur Facebook, vous trouverez vous-même en tapant du vin et des paillettes. Oui. Et ensuite Lucille Coiffard, c'est ça. Exactement. Sur LinkedIn pour un côté un peu plus pro et voilà, si vous cherchez, je sais pas, un profil à recruter ou pas, parce que maintenant que tu as ta boîte, je pense que tu n'as pas envie d'être recruté. Mais... Non, pas forcément, mais on ne faut jamais fermer la porte. Voilà, exactement. Surtout dans l'univers du vin. Exactement. Bon, en tout cas, vous avez un peu tout ça. J'ai 3 dernières questions, si ça te va, sauf si tu as quelque chose. Non, ça te va. Ça me va. La première, c'est 3 questions qui sont assez traditionnelles. Oui. La première, c'est est-ce que tu as un livre à recommander sur le vin ? Oui, alors du coup, comme j'ai beaucoup parlé des accords mets et vins, comme j'aime beaucoup ça, et je trouve que c'est un bon moyen de rendre le vin un peu plus accessible. Parce qu'on mange tous les jours, on boit pas tous les jours, mais les gens, s'ils aiment vraiment manger, ils prennent le temps d'un peu de sentir, de goûter, de se faire plaisir, d'aller chez le bon traiteur italien de temps en temps quand ils ont un coup de boost sous ça. Donc je pense qu'avec le vin, on peut un peu essayer de faire le même exercice. Et un bouquin là que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé super bien construit, du coup c'est Mon cours d'accords mets et vins de Fabrizio Buccella. Super, et voilà. On prend note. On a fait une petite fiche de lecture sur le site internet pour Pourquoi boit-on du vin de Fabrizio Buccella aussi, qui est un excellent bouquin qu'on vous recommande. Et donc du coup on vous recommande aussi Mon cours d'accords mets et vins, qui est le dernier bouquin qu'il a sorti d'ailleurs. On espère qu'on aura bientôt Fabrizio dans ce podcast. En tout cas on lui enverra pour qu'il soit au courant. Est-ce que tu as... Alors, la question traditionnelle avant 2020, c'était si tu devais emmener une bouteille de vin sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait ? Oui. Bon, il y avait toujours des difficultés à trouver, donc j'essaie un peu d'arranger cette question. C'est un peu, je sais pas, quel est ton coup de cœur récemment ? Ouais. Prends la question un peu comme tu veux et moi je m'arrangerai pour les prochaines interviews. D'accord. Alors, je vais dire la dernière bouteille qui m'a vraiment procuré de l'émotion et c'est un vin qui à chaque fois en fait me procure et que je trouve incroyable. Et avec Théodore, on a rencontré le vigneron, on est allé goûter chez lui et on a passé un moment formidable. Et donc du coup c'est le Saint-Joseph du domaine Gonon. Et c'est une Syrah que je trouve d'une pureté, élégance et d'un toucher incroyable. C'est fin, c'est élégant et je trouve ça en même temps hyper puissant. Voilà. Et la texture de ce vin, le toucher en bouche voilà, j'ai rien à dire. Incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Super, on essaiera d'aller goûter ça. Surtout quand tu as rencontré le vigneron. Déjà avant, j'adorais. Pendant la dégustation là-bas, c'était incroyable. On n'était que 2 avec Théo dans la cave. Il nous a parlé de plein de choses, hyper accessible, hyper humble. Enfin, le mec boit pas son vin, quoi. Il te dit non, mais moi je vais pas boire mon vin. C'est pas intéressant, je le fais toute la journée, autant goûter autre chose. Il a pas tort, mais... Ouais, mais c'est pas souvent que t'entends ça de la part d'un vigneron qui fait un très joli vin comme le sien et du coup qui a un petit peu de renommée quand même dans l'univers du vin. Alors que t'as des vignerons qui des fois peuvent avoir un peu la grosse tête et qui disent oui, je veux bien boire, je ramène mes bouteilles. Ouais. Et du coup, je trouvais ça, il est hyper humble et l'homme, je trouve, de ce qu'on a vu en tout cas, et pendant ce moment-là, était vraiment hyper sincère et très, très agréable. Comme son vin en fait, je pense. Ok, ça marche. Il y a eu un petit problème là. C'est pas nous. C'est pas nous de son, mais c'est pas très grave.
Top. Est-ce que... alors la dernière question. Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour cette recommandation, on l'a bien notée et on l'aura bien en tête dans les prochaines dégustations. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un épisode de ce podcast? Si tu veux rencontrer une autre personne, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, il faudrait rencontrer un vigneron. Parce que moi, ce que je préfère cool. dans le vin, c'est aller chez le vigneron et parler avec les vignerons. Après, un vigneron en particulier, un vigneron qui, quand je suis allée goûter chez lui, avait été incroyable sur toute son histoire et complètement... On est resté presque 2 heures. Hein. Ok. C'était... Faut que je me prépare alors, mais... Mais je sais pas si c'était un bon jour, si c'était... Voilà. Mais chez Antoine Foucault, domaine du Collier, en Vallée de la Loire, une dégustation incroyable. Je pleure pas au cinéma, j'ai jamais pleuré devant un film, mais là j'avais envie de pleurer en sortant de la déguste tellement c'était fort en émotion. Ok, voilà. Ça marche. Et ben là on prend note, on fera en sorte de le contacter, d'essayer d'aller le voir. Restez là pour les prochains épisodes, peut-être que vous aurez la joie de l'écouter. Merci beaucoup Lucille. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était super sympa. Voilà. Bah voilà. Ce sera le dernier mot de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté celui-ci en entier. C'était un plaisir de vous présenter Lucille et du vin et des paillettes. J'espère que ça vous a plu. On remercie encore l'ébéniste du vin pour son accueil ici. Un endroit très chaleureux qui, je suis sûr, saura vous accueillir et vous présenter des super bouteilles de vin. À bientôt. Arbois au vert, c'est à noter. Arbois au vert, c'est à noter. Voilà. C'est pas partout, c'est chouette. C'est très vrai. Voilà, mais en tout cas, vous avez que des bonnes adresses et que des belles références dans ce podcast. Donc à très bientôt. Merci. À bientôt, Antoine. Lucille. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.